vais commencer par la fin. J'ai été ambassadeur dans le Pacifique et je raconte toutes mes péripéties. Et vous me croirez peut-être pas, j'ai retrouvé les traces de la Russie dans le Pacifique. D'abord, il y a une île qui s'appelle Vostok et pour la Micronésie, j'ai passé et j'ai rencontré un musée où il y avait le Lutke. Et quand les Russes, après les décabristes, ont découvert le Pacifique, ils se sont tellement bien conduits avec les indigènes ou les autochtones que les gens ont dit « mais prenez, on ne veut pas être colonisé par les Espagnols, par les Anglais, les Français, soyez nos maîtres ». Et ils ont dit « non, non, vous savez, on n'est pas prêts ». Ça montre le lien. Et j'ai rencontré, d'ailleurs, le gouverneur, je lui ai dit que j'étais d'origine russe, il a pris sa voiture, il m'a amené dans une île, et là, il y avait un Russe qui était né dans les années 30, ses parents étaient là, et donc c'était le seul Russe qui était là. Donc déjà, je raconte un peu les traces de la Russie dans le Pacifique. Bon, la Russie pour les nuls, c'est une encyclopédie, il y a un peu de tout, hein. Alors évidemment, les gens me disent, moi je suis pas nul, et les nuls me disent, il y a beaucoup de trop. Bon, il y a 500 pages, il y a tout sur la Russie, de l'histoire jusqu'à la cuisine, le rôle des femmes, l'environnement. N'hésitez pas, il y a quelques exemplaires. Et celui-là est passionnant, c'est l'histoire de l'ordre mondial. On parle beaucoup de l'ordre mondial, il y a des chapitres entiers sur la Russie. Je montre comment on est passé d'un prémisse, d'un équilibre européen, par les traités de Westphalie, Utrecht, ensuite le congrès de Vienne, où Alexandre Ier a joué un rôle. Je parle de la montée de la Première Guerre mondiale, de la Seconde. Vous savez, rien que sur la Seconde mondiale, on va fêter les 80 ans de 1939. Il y a le fameux pacte Molotov-Ribbentrop, j'en parle, la destruction de la Tchécoslovaquie, le démembrement de la Pologne. J'ai 60 pages. Je termine par Yalta. Je montre comment Roosevelt est allé à Yalta. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et surtout, je réfléchis ce que c'est que sur l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est une hiérarchie de puissance. C'est une manière d'aménager les relations entre les pays. Alors évidemment, on parle beaucoup de l'ordre mondial. Il y a l'ordre mondial bipolaire, il y a celui de l'après-guerre froide qui est en voie de destruction par Trump, mais encore faut-il savoir d'où ça vient. Alors c'est le premier d'une trilogie de 3 volumes. J'ai écrit le second entre 1945 et 1991, le troisième. Donc vous voyez, il y a une pléiade de bouquins qui passionnera certainement certains d'entre vous. Je ne sais pas si on a le temps, Dimitri, d'avoir une ou deux questions. Donc voilà. Et là, regardez la Russie, on parlait. La Russie, c'était la Moscovie, ce n'était pas un pays européen. Sully n'en parle pas, il a fait un plan de paix perpétuelle. La Russie, pour moi, a intégré le théâtre européen avec Pierre le Grand, avec la bataille de Poltava. Avant, ce n'est pas un membre de la société européenne. Et à l'époque, être un membre du Conseil européen de la société, c'était de participer aux grandes batailles. Et je montre très bien, vous savez, il y a un complexe de Thucydide. Le complexe de Thucydide est remis à la mode. Dès qu'une puissance monte, la puissance installée lui fait la guerre. Et toute la pensée américaine a analysé 24 conflits de type Thucydide. Et ils ont oublié justement, et c'est peut-être un oubli qui est, je ne sais pas, voulu, ils ont oublié de mentionner la Russie. Je cite, la Russie a lutté contre la Suède, vous savez, c'est la guerre du Nord, pour s'assurer de la suprématie de la Baltique. C'est quand même très important. Et ensuite, elle a lutté contre les Ottomans. Il ne faut pas oublier qu'entre la Russie et la Turquie, il y a eu 12 guerres et 13 la Première Guerre mondiale. Donc souvent, les historiens occidentaux, on analyse l'équilibre des puissances, les batailles entre la France, les Habsbourg, l'Allemagne, la Prusse, mais on oublie tout ce côté. Et moi, j'éclaire la situation actuelle par justement le triangle Baltique, mer Noire, Méditerranée. Et là, donc, mon ouvrage n'est pas consacré à la Russie, mais il y a des chapitres où on montre la puissance de la Russie. Et regardez, j'ai été au colloque Solzhenitsyn, et Carrère d'Ancos, qui est connu, disait que Solzhenitsyn n'aimait pas Pierre le Grand. Depuis Pierre le Grand, pour Solzhenitsyn, Pierre le Grand a dévoyé la Russie de sa tradition. Peut-être, pour moi c'est un point de vue intellectuel très respectable, mais la Russie n'aurait pas eu la force
forgée par Pierre le Grand, elle n'aurait pas été une grande puissance, elle aurait été démembrée par ses voisins, et elle ne serait pas là où elle est là. Alors évidemment, d'un point de vue intellectuel, je respecte beaucoup, mais d'un point de vue gouvernemental, une puissance, elle n'est pas uniquement spirituelle, elle n'est pas religieuse, elle est fondée sur un peuple, une cohésion, une économie, et je montre très bien à la fin qu'il y a 10 critères qui définissent ce que c'est qu'une puissance. Une puissance, c'est un État, un État qui compte sur la scène internationale. Et si vous ne comptez pas, eh ben vous dépendez des autres. Et la Russie, j'explique très bien que c'est le seul pays qui a, du fait de sa position et du fait de son étendue, il y a 23 sous-régions dans le monde. Je ne vais pas les énumérer. Il y a les Caraïbes, il y a l'Afrique australe. Eh bien, la Russie est le seul pays qui appartient à 9 zones géopolitiques. Par exemple, les États-Unis n'appartiennent qu'à 2, le Canada et les Caraïbes. Ils ne vont pas faire la guerre au Canada. Donc, rien que les... Alors, évidemment, les États-Unis sont présents partout. Tandis que la Russie, elle jouxte tout. Elle est au Pacifique, elle est dans l'Arctique, elle est en Baltique, elle a la mer Noire, elle a l'Asie centrale, elle a le Caucase. Et donc, pour ça, il lui faut une économie, une société vibrante, comme on dit, une armée, elle a reconstitué. Et tout ça ne se fait pas en une génération. Donc, il y a tout un cheminement très intéressant. Et la Russie, comme vous le savez, s'est effondrée 2 fois et elle renaît. Donc, l'ordre mondial, encore une fois, c'est un équilibre. C'est la manière d'aménager les relations entre les puissances et les États. Et la Russie fait partie de... Elle n'a jamais été hégémonique, elle a été l'autre puissance pendant la guerre froide, mais c'est après. Mais elle est tard venue. C'est très intéressant. Quelles sont les puissances qui ont participé le plus au grand combat ? C'est la France 8 fois, c'est la Grande-Bretagne, bien entendu, mais la Russie, qui est intervenue 2 siècles après, a participé à 7 grands combats que j'explique, vous voyez, contre la Suède, contre la Turquie, contre Napoléon plusieurs fois. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette vision historique prolongée sur plusieurs siècles. Alors, je ne vais pas trop parler parce que j'essaye, je ne sais pas si vous avez des questions. La Russie pour les nuls, donc, qui a été écrit, il y a tout, il y a sur de la cuisine, sur le rôle des femmes, j'explique comment le cirque... Vraiment, c'est une encyclopédie à voir. Le Pacifique, c'est mes récits de voyage. Et il y a cet ouvrage sur l'ordre du Pacifique. Donc, on a peut-être encore... N'hésitez pas à poser quelques questions. Est-ce que vous avez une question qui vous intéresse, qui vous interpelle, auquel je puisse éventuellement vous apporter mes faibles lumières? N'hésitez pas. Oui. Oui. Non, attention. Alors, j'ai des tableaux qui montrent très bien sur les 5 puissances. La Russie, dans les 5, elle a été, disons, 3e ou 4e. La France, 5e. Vous voyez, États-Unis, c'est devenu la première puissance économique dans les années 1890. Ensuite, ça a été la Grande-Bretagne. L'Allemagne, parce que très forte. La Russie et la France. Le Japon n'existait pas. Et cette hiérarchie, vous la trouverez, est très intéressante. Donc, une puissance économique ne se bâtit pas en 10 ans, 20 ans, sauf la Chine en 30 ans. C'est exceptionnel. On confond le nominal et parité de pouvoir d'achat. En parité de pouvoir d'achat, la Russie est la 6e. Regardez un exemple que je vois. Quand les Américains, dans le F-36, ils ont des gobelets dans lesquels ils boivent de la bière, le gobelet coûte $1 200. Ça rentre dans les dépenses. Quand la femme de ménage, excusez-moi, c'est un métier que j'adore, enfin que je respecte, pardon, elle est payée $3 000 alors que la Russe 300, ça rentre dans les dépenses. Donc, c'est pas le soldat américain qui est payé 10 fois plus que le Russe va pas se battre 10 fois mieux que le Russe. Et ça rentre dans le budget. Donc là aussi, il faut comparer ce qui est comparable. Vous voyez, il faut parler en parité de pouvoir d'achat. C'est très important. Et ça, la Russie, évidemment, a baissé du fait parce qu'elle vend du pétrole, mais le pétrole fluctue, comme vous savez. Elle ne fait pas que ça. Elle vend des armements, elle vend des centrales atomiques. Elle a 35 centrales en commande. Donc la puissance économique n'est qu'un des 10 critères. Il
il y a le territoire, il y a la volonté, il y a la cohésion nationale. On voit ce qui se passe chez nous, donc je n'en parle pas. Vous voyez. Donc les 10 critères, et encore une fois, il y a le critère géographique et le critère sur lequel la cohésion nationale, le rayonnement. Donc la Russie, elle a été longtemps, elle est dans le peloton de tête depuis 3 siècles. Elle a été, disons, 4e, elle a été le numéro 2. Maintenant, elle est la 3e puissance mondiale. Tout dépend comment, tous critères confondus. Il faut dire que la Chine monte en puissance. Elle dépense 4 fois plus que la Russie en armement, mais la Chine n'a pas montré ce qu'elle faisait. Elle s'est fait battre par le Vietnam. Elle construit certes des porte-avions, 2, alors que la Russie en a qu'un. Alors que la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait avec 4500 soldats, où elle a dépensé 1000 fois moins que les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Avec quel résultat? Les talibans tiennent 40% du Pakistan, alors que la Russie, pratiquement, a remis un ordre. On peut critiquer, certes, c'est ouvert. Donc voilà. Et ça, les 10 critères, je les explique sur la durée. Et je vais les prolonger après. Vous avez une autre question, là? Oui, parlez plus fort. La démographie. Alors oui, ça, d'accord. La démographie, c'est... Ça, bien sûr, ça vous avez raison. Et Poutine en est très conscient. Voilà pourquoi il fait le capital. Vous savez, il y a un général russe qui, pendant la guerre russo-japonaise, nos grands-parents ont participé à ça, ou nos grands-parents, on lui a demandé quelle est la population de la Russie dans un siècle. Il s'est trompé de 100 millions. La Russie, après la Chine, c'est le pays qui a le plus perdu. C'est un drame. On a peur de 146 millions de Russes. La Russie devrait, hors évidemment la République, peser 250 millions. Les Américains vont être 390 millions. La Chine, 1,4 milliard. L'Inde, 1,5 milliard. La Russie, malheureusement, c'est le grand drame. Elle a été ponctionnée et malheureusement, elle ne fait pas d'enfants. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas que la population qui compte. Regardez la France. Bon. Mais effectivement, c'est un énorme problème. Et voilà pourquoi il faut souhaiter que la Russie se repeuple par rapport. Elle est entourée de tous ces... et l'Inde va devenir. Mais, vous savez, les projections démographiques sont valables jusqu'en 2050. Au-delà, c'est déjà un flou. Et nous n'oublions pas qu'en 2050, un enfant sur 4 sera africain et en 2100, un habitant sur 3 sera africain. Voilà les grands problèmes. Donc, cessons de voir en Russie un ennemi. On se bat pour quelques arpents de Crimée. Pour moi, c'est des combats de l'arrière-garde. Je ne suis pas pour défendre la civilisation occidentale chrétienne, mais il faut qu'il y ait... On fait partie d'une ère, non pas que les autres sont des ennemis, mais on aura besoin, vous voyez, on aura besoin de la Russie, comme de l'Ukraine, comme de la Pologne, pour défendre nos valeurs, pour défendre nos institutions. Voilà. Pour moi, on assiste à une nouvelle guerre civile. Comme l'Europe s'est détruite, je cite très bien, eh bien malheureusement, on est toujours en retard. Et croyez-moi, ce livre, vous allez le lire, parce que j'explique tout ça. Je pourrais rester 2 heures à vous expliquer tout ça, parce que je le sens, je le ressens. Vous voyez, et tous ces événements des 5 dernières années me font mal, parce qu'on est en train de se redétruire, comme on s'est détruit pendant les guerres westphaliennes, pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Les Chinois, ils attendent qu'on se détruise. Continuez. On va prendre votre place. Vous voyez, c'est ça. Et la démographie, vous avez raison. Sur la route du Nord, est-ce que tu envisages ça dans ton livre? C'est-à-dire l'ouverture de la route du Nord avec ça, c'est le réchauffement? Non, ça pas encore. Ça, c'est dans le 3e livre. Mais je connais bien, j'ai vécu à Mourmansk et j'ai fait une conférence là-dessus. J'ai ouvert la Russie pour la première fois de son histoire, du fait de la route du Nord. Vous savez, Churchill, qui était l'ennemi le plus patenté de la Russie, a fait la Russie, c'est un géant aux narines bouchées. Eh bien maintenant, les narines sont débouchées. Avec la voie du Nord, regardez, la Baltique, vous la minez en 3 minutes. Le Détroit, vous le minez. Vladivostok, c'est loin. Eh bien, par la voie du Nord, la Russie aura une ouverture sur le grand océan. C'est une révolution que peu de gens sont conscients. Mais ça va être mon 3e volume. La Russie s'ouvre. J'ai vécu à Mourmansk, j'ai vu comment des choses. Donc là, il y a et Poutine le sait très bien. Donc la voie du Nord est une fenêtre, non pas ouverte sur l'Europe, comme disait Pierre le Grand, mais sur le monde.
Et là, c'est très intéressant. L'histoire se fait devant nous. C'est pas pour rien qu'ils rouvrent des bases, qu'ils créent des brigades, parce que la Voie du Nord, vous savez, Total investit, j'ai travaillé pour Total, Yamal, Dimitri, tu me fais, le projet de Yamal, c'est le plus grand projet qui a été fait depuis la chute de l'URSS. En 4 ans, on est compte. Pour nous, des éoliennes en mer, il faut 12 ans. En Russie, par moins 50, 65 000 ouvriers, 27 milliards d'investissements, des tonnes de gaz qui vont paraître de Yamal, et ensuite on prépare. C'est ça, ça il faut être conscient. Vous voyez ? Et il y a il y a le Total, il y a les Chinois, il y a les Indiens. Donc le gaz, qui est le meilleur, qui est beaucoup moins, qui produit moins de gaz à effet de serre que le charbon, que le pétrole, c'est l'énergie du futur, avant qu'on passe évidemment aux énergies renouvelables. Et la Russie, comme vous le savez, a 24% des réserves de gaz. Et là, Trump fait une guerre sans merci au Nord Stream 2. Le gaz russe est 20% moins cher que le gaz américain. 30%. Oui, enfin 20, on peut discuter. Tout dépend du champ qui vient. Bon, 30 peut-être, mais en moyenne 20. Je connais bien le problème. C'est le prix de production, il varie d'un champ à un autre. Hein. C'est pas bon, peu importe. Mais déjà 20, c'est énorme. Le prix du gaz, je connais. Hein. C'est $12 le million de BTU, c'est 3 et là, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a une bataille. Et vous verrez, l'Iran veut vendre du gaz à l'Europe. Elles sont concurrents. Donc, on a des batailles en perspective. Voilà. Autre question. Donc, vous trouverez tout ça dans ces ouvrages. Hein. N'hésitez pas. Il va à pied ou quoi? Najduk Prespaus. Alors, Vladimir vient de me téléphoner, Fedorovski, il est coincé effectivement derrière les gilets jaunes, mais logiquement il arrive à pied, donc c'est 10 minutes de plus, quoi. Voilà. Bon, il a été coincé par les gilets jaunes. Je croyais qu'il viendrait en troïka. Ça aurait été pas mal. Mais le prochain bouquin sera Le mystère des gilets jaunes dans la Russie d'aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. 46. Question, allez-y. Comment? L'ouverture vers le nord dépend aussi du réchauffement pneumatique. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Mais l'ouverture sur le nord, quels pays sont concernés? Parlez plus fort, attendez. L'ouverture sur le nord, quels pays seront concernés, disons? Ah bah écoutez, Finlande, le Canada, des trucs comme ça. Il y a une carte. Tous les pays, le Portugal, si vous envoyez des containers du Portugal, par le Cap, ça va. Mais si vous êtes, disons, au niveau de Bordeaux, c'est plus rentable. Là, vous aurez 2 jours de navigation pour aller jusqu'à 2-3 jours Mourmansk. Et après, vous avez 12 jours pour arriver au détroit de Bering. Et moi, je connais des armateurs norvégiens qui ont une mine. C'est les premiers, d'ailleurs, je les ai bien connus. C'est les premiers qui ont une mine de fer et les ont envoyés au Japon et en Corée. Alors, le problème, c'est les assurances, c'est vrai. Mais disons que par le Cap, vous mettez 3 semaines. Par Suez, vous mettez 2 semaines et demie, et là, vous mettez 12 jours. Alors, moins de gaz à effet de serre, parce que le mazout, vous n'en émettez pas. Je ne connais pas encore de bateaux à l'électricité, sauf les brise-glaces atomiques, mais ça, c'est autre chose. Donc, vous avez un gain de temps et un gain d'émissions. Et là, vous avez, par exemple, Total, j'avais prévu ça en 2008, il a des méthaniers de type brise-glace qui peuvent briser une glace d'1,5 mètre. Mais les gros brise-glaces atomiques, comme le Yamal, Pabiel et tout ça, d'ailleurs, combien de fois j'ai passé ils m'ont invité, j'ai fait une croisière avec eux. Bon, j'ai presque été au pôle Nord, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Et là, ils peuvent briser des glaces de 4,5 mètres. Alors, les gens disent réchauffement climatique, c'est vrai. Malheureusement, il y a des banquises qui arrivent, des choses, c'est compliqué, quoi. Mais le réchauffement climatique, là aussi, c'est compliqué. Disons que l'été, on passera sans glace. Et la glace se remet l'hiver. Donc, il y a une glace qui est permanente et qui se reconstitue. Ce n'est pas les mêmes glaces, ce n'est pas les mêmes profondeurs et tout. Mais c'est un univers, il y a la nuit arctique, il ne faut pas oublier, il y a des vagues de 20-30 mètres. Non, vous savez, trouver du pétrole, il n'y a qu'une plateforme de pétrole, c'est Prirazormler, c'est Gazprom, mais Poutine a dit lui-même, ça ne vaut pas la peine de briser l'Arctique pour faire du pétrole, alors qu'ils ont besoin de ça. Pour l'instant, c'est le gaz. Et Total a dit, jamais je chercherai du pétrole. Et Shell a cherché du pétrole dans l'Arctique, en Alaska. Ils ont dépensé 5 milliards de dollars, ils ont fermé boutique, ils ont dit, plus on arrête. Donc c'est le gaz,
Et pour ça, il faut des méthaniers de brise-glace qui, l'été, vont aller vers l'Europe et ils vont aller vers l'Asie. Et ils exportent comme ça 16,5 millions de tonnes. Il y a un deuxième champ. Vous savez, une tonne de gaz, c'est énorme, quoi. On calcule. Et le gaz, ça sert... Donc la Russie a... Et non seulement elle a du gaz, c'est l'Arctique russe, je connais, je fais des papiers là-dessus, il faudrait que j'écrive un livre. L'Arctique russe, c'est 15% du territoire, c'est 20% de ses exportations. Parce que vous avez du nickel, vous avez du cadmium, vous avez de l'or. L'Arctique, il ne faut pas oublier que 30% du territoire est l'Arctique. L'Arctique, toute Mourmansk, l'Arctique. Vous prenez une carte comme ça, vous voyez, c'est énorme. Et il y aura un réchauffement, bien sûr, et donc une partie de l'agriculture va monter. Fantastique. Donc là aussi, la Russie va bénéficier, mais le gros danger, c'est le permafrost. Permafrost, c'est du sol gelé jusqu'à 150-300 mètres. Et là aussi, alors là, il y a une bataille d'experts. Le permafrost peut fondre et il peut rejeter l'équivalent de 1500, vous savez, je te déco, 1500 milliards de tonnes de CO2. Le monde produit actuellement 36 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Il y a le méthane, le prototype d'azote. Mais là, c'est controversé, certains n'y pensent pas, mais regardez la NASA. Donc là, il y a un énorme problème, d'où le fait qu'il faut utiliser... Alors, autre chose, les Russes, ils sont les premiers à avoir fait une centrale atomique flottante, et qui va justement en Arctique, parce que tout le monde sait qu'il faut refroidir la base atomique. Et donc là, ils sont là, et l'eau est là. Donc vous voyez, Rosatom est leader. Ils battent les Français sur certains trucs qu'ils ont pris, parce qu'ils sont intégrés des mines d'uranium jusqu'aux usines clés en main. Et ils ont proposé 4 centrales atomiques à l'Arabie Saoudite, ils ont une en Iran, ils en ont une en Turquie, ainsi de suite. Donc l'Arctique est un... Quelqu'un citait hier, la Sibérie, j'ai assisté, c'était Lomonosov, un des plus grands esprits pour moi de l'histoire russe. Il se disait Sibérie. Non, Lomonosov a dit c'est l'Arctique qui est le futur de la Russie. Vous vous rendez compte? Le génie de Lomonosov, 3 siècles avant, il avait prévu. Et ses prédictions se réalisent. Et l'Arctique, c'est remarquable. Les paysages arctiques. Alors, vous voyez, la mer de Barents, la mer de Kara, la Nouvelle-Zambie. Et pour dire, la mosquée la plus septentrionale, elle a été ouverte à Mourmansk, vous voyez. Et les terres François-Joseph, c'est les terres habitées les plus au nord. Regardez la Nouvelle-Zambie, et ainsi de suite. Et il y a un tourisme qui va se souvenir là-bas. Il n'y a pas que le Kamchatka. Donc l'Arctique, on peut skier là-bas jusqu'au mois de mai. Donc l'Arctique, c'est fantastique. C'est vraiment, j'allais dire, l'Amazone est pratiquement faite, le Sahara a été fait. Pour moi, l'Arctique, c'est la dernière zone qui s'ouvre. Et donc, Poutine met des milliards de roubles parce que, malheureusement, l'environnement a été gâché. La Nouvelle-Zambie, lui-même, l'a fait. Donc, c'est fantastique. Mais ça sera pour le 3e volume. On ne peut pas tout traiter. Mais vous voyez, je porte ça en avec moi. la fonte du permafrost, il y a aussi des autres problèmes. Il y a notamment eu toute une épidémie de fièvre sibérienne, là, de charbon en fait, Charbon, ouais. à cause de ça, puisqu'il y a des vieilles maladies qui étaient disparues depuis des siècles, qui étaient gelées, qui sont remontées. Ouais. Alors ça, c'est pas une des conséquences auxquelles on aura à faire face tous ensemble, là, Bien parce sûr, que bien là, sûr. on est tous concernés. Non. Les bâtiments qui risquent de tomber, ça, il y a des chances, oui. Ouais. Ou de s'enfoncer. Non, mais ça, il sait. Et les incendies de tourbe, oui. Vous voyez, quelqu'un disait, il y a des climato-sceptiques, bon, je les respecte, mais c'est une minorité, il disait, pour la Russie, son intérêt, c'est... Bon, même Poutine a fait une blague en 2003, vous savez, 3% de plus de degrés pour nous, enfin 3 degrés. Il ne le dirait peut-être pas maintenant, justement à cause de ça. Mais ils vont bénéficier, c'est un blabla. Il y a toujours le pour et le contre. Je vous dis, l'agriculture monte, il y a la voie du Nord, mais l'Arctique, comme la Sibérie, a perdu beaucoup de population. Mais il y a, pour moi, c'est que je dis, c'est une zone qui va... vous savez, même je vois, il y a des gens... moi, j'ai connu des gens à Mourmansk, ils ont quitté Mourmansk, ils sont allés vivre dans le sud, ils sont revenus, ils disent, des chaleurs à 50 degrés, 40%, je ne supporte pas. Et maintenant,
l'Arctique, et surtout, il y a du poisson. Là aussi, l'Arctique, c'est tout, hein, même de Barents. Parce que les poissons, je connais bien, j'étais en poste dans le Pacifique, les eaux du Pacifique se réchauffent. Donc les poissons migrent vers le nord et ils se refroidissent dans l'Arctique. Les crabes de Kamchatka et Barents, moi j'ai jamais mangé des crabes aussi bons de ma vie, pour des prix qui a défié toute concurrence. Ici ça vaut 300 € le kilo, là-bas pour 30 € vous avez le kilo. Je revenais avec des valises de crabes tous les mois. Non, c'est marrant. Et la douane me disait rien. Non, il y a énormément de choses. Vous voyez, donc l'Arctique, enfin, le poisson, il va migrer. Parce que d'abord, il est surpêché chez nous, et l'eau, 3 degrés de plus, ils vont monter. Donc, vous voyez, l'Arctique, c'est à la fois le gaz, c'est l'atome, l'OTAN, c'est le poisson, c'est les minerais, c'est le tourisme, c'est l'agriculture. C'est remarquable, oui. Excusez-moi, le problème de la radioactivité dans les mers autour de Mourmansk, c'est une légende ou c'est vrai? Avec les sous-marins, les déchets nucléaires? Bon, ça existe, mais c'est, vous savez, ça a été traité, on a mis des milliards. Non, ils ont pas mal enlevé. Mais effectivement, il y a encore des bateaux qui restent à 300-400 mètres sous le fond. J'ai rencontré quelqu'un, c'est pas passé par le secret, c'est un ingénieur du CEA, qui est allé dans des villes, il y a encore des villes fermées, et il m'a montré des photos, il m'a dit ça, on me permet de prendre des photos, ça, non. Et il était passé comme expert pour déminer des sous-marins qui montaient, il fallait enlever les barres irradiées, vous voyez. Et les Russes ont demandé au CEA de faire. Donc ils enlèvent des barres qui sont là. Mais surtout, c'est aux mers de Kara. Vous savez, quand vous prenez la Nouvelle-Zélande, parce que moi j'ai assisté à ça, Exxon a signé des contrats, on croyait qu'il y aurait des 600 milliards, et effectivement, on disait s'ils avaient commencé à explorer, mais vous savez, ça se serait. Hein. Non, il n'y a pas de contamination. Même après la chute de l'URSS, l'OTAN a fait des programmes et on a... vous savez, on vit sur des mythes. Non, il y a l'affaire du Kours, mais ça c'est autre chose. Hein. Ça s'est passé en août. Et la robe du Kours, j'allais tous les dimanches à la petite église qui est en haut de Mourmansk, et ils l'ont mis là, près de l'église. Il y a eu 135 morts, et bon, ça a été... c'est en août, le 12 août 2000. Mais il y a... vous savez, j'ai connu pas mal de gens, et il ne faut pas oublier que Severomorsk est une ville fermée, qui est à 20 km de Mourmansk. C'est la flotte du Nord qui est en Syrie. Non, c'est... Voilà. Enfin, si les bateaux sont au fond de l'eau, il n'y a pas de pollution nucléaire dans l'environnement, en tout cas. Non, les fuites... Parce que, autre question? A priori, c'est ce qu'on raconte un peu quand même aujourd'hui. Non, mais ici. Ce qu'il faut, c'est connaître toute cette histoire, comment la Russie a participé. Regardez, je vous donne un exemple, quand Alexandre Ier était à Vienne, qu'est-ce qu'il a cherché? La Sainte Alliance. Il a demandé à ce que les Américains se joignent à déjà un concert européen. Donc il avait une visée mondiale, c'est génial. Et les Américains ont dit non, on ne se mêle pas des côtés européens. Il a assigné la Suisse. Donc vous voyez, la Sainte Alliance n'était pas uniquement une alliance de pays qui, soi-disant réactionnaires, monachistes. Il avait déjà une vision mondiale. C'est remarquable. Ça, je l'ai trouvé dans des choses comme ça. Donc la Russie a été en avant sur certains côtés. Vous voyez? Et vous parliez de la croissance. J'ai une grande admiration sur Stolypine. Peut-être j'écrirai un jour sur lui. Il a été assassiné le 11 septembre 1910. Et donc, à la moment, la Russie avait une croissance à la japonaise, ça je l'explique, 10% par an. Et pourquoi on est allé vers la Seconde Guerre mondiale? Parce que Guillaume II savait que la Russie, pendant la Première Guerre mondiale, dans les 10 ans, ça serait la première puissance mondiale. Et il faut abattre la Russie maintenant. Vous voyez? Il le savait, il fallait l'abattre. Donc vous voyez, Stolypine a dit en 1908, donnez-moi 20 ans et la Russie sera la première puissance. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose. Malheureusement, il y a eu ce drame de la première, de la Révolution, et ainsi de suite. Vous voyez? Ça, c'est des choses qu'il faut sentir.
Alors, justement, ça c'est un sujet actuel. Ouais. C'est réfléchir au parallèle qu'on peut avoir entre la situation en 13, 14, et donc les raisons de la Première Guerre mondiale, que tu as très bien souligné. Effectivement, la Russie se développait à toute vitesse. Contrairement à une historiographie qu'on a tendance à adopter en France, qui était l'historiographie soviétique, en fait, qui expliquait que la Russie était un pays complètement arriéré, où il y avait une paysannerie qui crevait de faim, où il y avait des soldats etc., etc. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quand même. Et la Russie était en plein développement, c'est vrai. Bah, bien sûr, sur le plan culturel. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une situation un peu comparable, justement? C'est-à-dire une Russie qui, depuis l'an 2000, en gros, est en vrai développement et que ça puisse gêner des concurrents éventuels de voir ce pays se développer et avoir un potentiel parce qu'il a et les matières premières et la puissance militaire. Il lui manque à la limite les technologies de l'Occident. Bien sûr. Mais ça, c'est s'il se rapprochait avec nous de l'Europe occidentale, ça pourrait faire un ensemble européen cohérent. Bien sûr. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut empêcher à tout prix aujourd'hui? Bien sûr. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, les critères. Bon, on adore la Russie. La Russie, pour moi, malheureusement, et ça, elle manque d'hommes et elle manque d'argent. Et justement, parce que c'est la démographie. Et cette alliance, mais Chirac y a pensé, De Gaulle y a pensé, Pompidou y a pensé. Et malheureusement, je suis pas complotiste, il y a quelque chose qui empêche que ça se fait. Et parce qu'on a cette guerre civile sur l'Ukraine, on a dévié la Russie de son cours un peu européen, mais elle n'est pas qu'européenne. Et je ne dis pas qu'elle a mis. Et donc, on a une perdition. Et tu verras, si on est là dans 20 ans, on dira, mais qu'est-ce qu'on a été... Enfin, voilà, c'est tout. Et malheureusement, la mise en valeur, quelqu'un parlait, c'est pas nous qui allons faire, c'est la Chine, c'est peut-être l'Inde, c'est la Corée, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il y aura? Voilà. Donc là, ça, il faut y réfléchir. Malheureusement, pour moi, la Russie a moins de potentiel maintenant qu'en 13, parce qu'à l'époque, elle avait la population et elle avait les emprunts français. Maintenant, elle a la population et je vois pas le redressement. Et ça, je crois que c'est objectif. Et Kiselev le dit, Poutine le dit, ça on peut pas. L'économie est encore faible, ce qui explique, là, on a bien étudié, la cote de Poutine a baissé, il faut être objectif. Elle était de 82, 60, là, pour ces raisons-là, parce que l'économie ne décolle pas, elle est toujours... Alors, évidemment, les derniers chiffres, 2,3 à cause de Novatec, Medvedev le dit, jusqu'à 2020, on a une croissance de 2%. La Russie devrait être à 4,5, 5%, à cause des sanctions, à cause de sa diversification. Moi, je suis très clair, Poutine est un réaliste. Il a rebâti l'outil militaire. On ne peut pas rebâtir l'économie, le militaire et la société en même temps. C'est pas possible, on ne peut pas jouer avec 3 boules à la fois. Il a refait le militaire, il a dit très bien, parce qu'on ne m'écoute pas, on ne me respecte pas. J'ai montré ce que je faisais en Syrie. Là aussi, les gens disent n'importe quoi, je connais les chiffres. L'Arabie Saoudite dépense 20 milliards de dollars de plus que la Russie en défense. Ils ne sont même pas capables de mater 30 000 autistes. Ils ont des avions à quoi faire. Alors que la Russie avait 4 500 personnes, autant que de policiers il y avait un mois à Paris. On n'a pas pu, préserver l'ordre à Paris avec 4 500 policiers. Les Russes avaient 4 500. On dirait que c'est la propagande. Peut-être. Certes, Assad, c'est pas un démocrate, mais qui est un démocrate? Erdogan, Xi Jinping, Modi, Maduro, voilà, un certain ordre a été rétabli. Maintenant, il faut rebâtir pour des tas de choses. Et on ne veut pas trop de réfugiés, on ne veut pas de djihadistes et tout. C'est quand même remarquable. La Russie a dépensé 1 milliard, très peu. C'est quand même fantastique. L'outil militaire russe est là. Et il ne faut pas oublier que la Chine dépense 3 fois plus que la Russie. La Russie dépense 55 milliards de dollars pour la défense. C'est pas beaucoup. Donc, une fois que cet outil est fait, c'est l'économie. Et donc là, ils investissent dans l'intelligence artificielle. Il y a des très bons matheux. Dans la robotique, ça viendra. Parce qu'il manque de main-d'œuvre et ils passeront. Et donc, on a intérêt à faire ça ensemble. Malheureusement, on a les sanctions sur les banques, sur l'offshore, vous voyez, là aussi. On peut investir, mais tout l'offshore
Et tout le gaz de schiste, les Russes ont d'énormes réserves, mais justement, les sanctions ont été faites par les Américains pour empêcher les Russes de développer le gaz de schiste, alors qu'ils ont d'énormes réserves. Cela dit, ils ont des réserves conventionnelles suffisantes. Et ils ont beaucoup de choses, quoi. Et la Russie est en train d'acheter de l'or, vous voyez. Il y a une bataille économique. Il n'y a pas uniquement États-Unis-Chine. Là aussi, Trump veut détacher la Russie de la Chine. C'est son affaire. Mais s'il le fait, il s'y prend très mal. Au contraire, il pousse la Russie vers la Chine. Complètement. Ou c'est plutôt le Congrès qui le pousse, parce que là, le Congrès est beaucoup plus anti-russe que Trump. Bon, moi, Trump, je suis neutre, il est un peu ça, mais il a quelques idées qui sont... Monsieur ? Merci, Vladimir, de nous laisser parler de choses intéressantes. Moi, j'ai lu le bouquin Collusion, je ne sais pas si vous l'avez lu. Lequel ? Le bouquin Collusion, comment que Poutine a aidé Trump à accéder à la Maison-Blanche. Oui, mais ça... ils disent que carrément, Trump, ça serait la marionnette de Poutine. Et moi, cet été à Moscou, sur une radio de business, j'ai entendu la même chose. Bon, attendez, alors, là, je ne dirais pas que je suis tenu par le devoir de réserve. Je suis prudent parce qu'on ne sait pas qui. Oui. Les États-Unis sont intervenus 40 fois dans les processus électoraux. Oui. Je vous donne un exemple, je suis persuadé, je le dis. Bon, j'ai participé à 68, je n'irai pas écouter les barricades. La CIA a financé pour abattre De Gaulle, parce que De Gaulle voulait se détacher du dollar. Ne soyons pas. La CIA a pénétré les trucs de l'Élysée. Donc la CIA a financé le Viet Minh en 1945. La CIA a financé les Félaga pour que la France parte de l'Algérie. Là aussi, tout ça, il faut le savoir. Il n'y a pas le mouton noir Poutine qui est intervenu là. Là, je suis neutre, je ne dis rien. En tête, oui, mais pas en public. Mais, alors, qu'on ne dise pas, il y a les méchants russes qui sont intervenus, et moi, je n'ai fait qu'aider la veuve et l'orphelin. Je n'ai aidé que la démocratie. Écoutez, voyons, la Russie je connais bien, les États-Unis ont fait un coup d'État contre Mossadegh, ont ramené le Shah, et ça nous vaut ce qu'à nous vaut. Donc, les États-Unis sont intervenus partout. Notre ami Roosevelt, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il détestait De Gaulle. Il a voulu démembrer la France. Tout le monde savait qu'il est de la ramgote. Ça, c'est connu. Mais il voulait détacher tout le nord de la France et de réunir le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas, un grand royaume des Pays-Bas, parce que Roosevelt descend d'une famille néerlandaise. Voilà l'allié américain. Il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Peu de gens qui disent ça. Alors évidemment, ils ont été alliés contre la guerre froide. Personne ne le nie. Mais maintenant, on dépend totalement d'eux. Donc, vous voyez, il faut arrêter. Bon, je passe la main à notre grand maître. Merci, Vladimir. Tu m'as laissé une petite mot. Comment vas-tu ? Très bien. Bravo. Merci, Génia.